guerre mondiale, il n'y a personne d'autre que nous qui avons perdu autant de vies humaines. On ne dise pas le contraire. Nulle part dans le monde, il y a eu autant de morts qu'en République démocratique du Congo. Ça vous donne un droit, ça vous donne un privilège, ça vous donne le droit de parler, ça vous donne le droit de crier, ça vous donne même le droit d'être fou. Il y a le droit de rendre fou. Il y a le droit de devenir fou. 8 millions de morts, vous croyez que c'est combien? C'est pas 2, c'est pas 3. On est combien ici? 200, 300? 8 millions, ça fait combien? Au Rwanda, il y avait 800 000. Il s'agit des violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. On va suivre une progression qui va se dérouler en 4 temps. Et j'aurai besoin, à un certain moment, de votre participation pour que vous puissiez, en fait, qu'on puisse échanger ensemble sur les enjeux de cette situation qui concerne la République démocratique du Congo. Donc j'attends, on va attendre ensemble d'ailleurs, que la présentation s'affiche à l'écran et ensuite on va démarrer. Beaucoup de gens se disent Kabila Rwanda, toujours ici na Rwanda. Kabila on trouve que c'est na Rwanda. Faut que les gens na Katako. Exact. On va y aller sur place. Deux mamans, dont je ne sais pas si elles sont là dans la salle. La première, c'est maman Louise, parce que c'est une femme assez active dans le combat contre le travail. Et la dernière, Yuyu Montumosi. Souhaitons longue vie à la journée de la femme congolaise. Merci. Tenir. Aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui est là-bas. Votre fils. Curtis. Il faut l'écrire. Tous les jours, jusqu'à ce que vous allez le voir sur Internet. Prenez 1 minute, ça coûte 55 centimes. Mettez un timbre. Même si vous ne l'envoyez pas l'argent, donnez-lui des courriers. Moi, je remercie toutes les personnes. J'avais 15 courriers par jour. Seul Dieu décide, c'est écrit à l'avance. Seul Dieu décide, oh, seul Dieu décide, oh, seul Dieu décide, oh, seul Dieu décide, c'est écrit à l'avance. La route est longue, mais grâce à Dieu, ma patriote à Congo toujours debout. La route est longue, mais grâce à Dieu, ma patriote à Congo toujours debout. Sauver le Congo ne sert à rien si on sacrifie l'un des nôtres. Nous avons pour rôle de faire le travail en faisant attention à chacune des brebis qui nous ont donné. Nous avons décidé de marquer cette journée spécialement pour vous. Donc, dans un premier temps, le déroulement de la journée va se passer en 2 temps. La première partie, c'est l'intervention de certaines chères consoeurs, qui sont aussi mamans, vis-à-vis de la situation qui se passe en ce moment à l'est du Congo, et aussi au Congo et en Europe également, parce que nous sommes ici en Europe, mais à la différence de nos autres frères et sœurs qui sont au pays, ils n'ont pas la même facilité que nous d'avoir accès à certaines informations sur des réalités que vous et moi nous connaissons. Ceci dit, dans un deuxième temps, il y aura l'intervention de mes autres frères, des autres confrères, d'autres associations leaders, qui viendront également apporter un plus par rapport à cette journée et le sujet que nous allons traiter et développer avec vous. Vous aurez l'occasion de pouvoir interpeller chaque intervenant par rapport à des questions que vous vous posez, non seulement sur le mouvement de la majorité des combattants ou autres, et je précise bien surtout au niveau du GTK, parce que nous, et moi-même en tant que membre, nous serons à même, via notre porte-parole, à répondre à vos interrogations, si cela est dans notre possibilité, nous répondrons. La deuxième chose, nous avons aussi des groupes, des frères qui réalisent des groupes, des chansons, des théâtres et autres. Ils sont plusieurs artistes comme cela, mais aujourd'hui nous en avons un groupe qui sont venus spécialement justement chanter pour l'honneur justement des femmes congolaises et du Congo. Donc je vous prie s'il vous plaît de les accueillir avec quelques applaudissements. Je vous remercie d'être venu assister à cette journée et à la cause du Congo, qui est notre cause à nous tous.
et ils pensent aussi pour l'Afrique, parce que c'est toute l'Afrique aussi qui souffre. Voilà. Sana bukasi badoyokali Neto kulunga ukole Pati kongole Je vois la lune des étoiles, je pars pour mourir, alors bonjour. I love you, Bombay. I love you,
merci et on se retrouve tout de suite. Il s'agit des violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. On va suivre une progression qui va se dérouler en 4 temps et j'aurai besoin à un certain moment de votre participation pour que vous puissiez qu'on puisse échanger ensemble sur les enjeux de cette situation qui concerne la République démocratique du Congo. Donc j'attends, on va attendre ensemble d'ailleurs, que la présentation s'affiche à l'écran et ensuite on va démarrer. Donc comme je l'ai dit, nous aurons 4 temps dans cette présentation. Le premier sera dédié à voir en quoi la femme congolaise est un pilier de la société. Le second, nous verrons que la femme est la première victime des conflits armés en RDC. Dans le troisième temps, nous verrons également que les femmes est un enjeu de déstabilisation de notre société. Et pour conclure, nous verrons que les femmes ne sont pas que des victimes, elles sont aussi acteurs de la libération de notre pays. Donc, j'ai dit que la femme était un pilier de la société congolaise. Pourquoi? Parce que les femmes sont entreprenantes et courageuses. Je pense que vous savez tous qu'il y a énormément de femmes qui travaillent dans les petites comme dans les grandes villes, sur les marchés, afin de subvenir aux besoins de leur famille. Donc, si vous voulez, la RDC est un pays qui n'a pas une réelle économie. Son économie est informelle, c'est-à-dire que 80% des richesses qui sont produites sont faites dans des circuits qui ne sont pas contrôlés par l'État. Et les femmes tiennent cette économie informelle dans leurs mains. C'est-à-dire que ce sont elles qui permettent et qui assurent la survie du peuple congolais par ces activités de commerce. Elles sont présentes dans tous les secteurs, parce que c'est quand même réducteur de dire que les femmes travaillent sur les marchés, etc. Elles sont aussi présentes dans tous les secteurs d'activité de l'économie et de la vie congolaise, que ce soit de directrices de banque, députés, médecins, psychologues. Il y a d'ailleurs des psychologues qui interviennent auprès des femmes qui sont violées dans l'Est de la RDC. Et donc, c'est en ça que la femme représente un pilier vraiment de notre société, par sa présence dans les activités économiques, par son engagement aussi dans les activités politiques. Nous allons voir que les femmes sont également victimes d'injustice. Donc, je parle d'injustice pourquoi? Parce que la RDC est un pays qui connaît un grave problème concernant, par exemple, l'éducation. On a 40% de la population seulement, quand on parle du taux de scolarisation net, il y a seulement 40% de la population qui est de la population en âge d'être scolarisée, qui est scolarisée. Donc, en quoi est-ce que cela affecte les femmes? Il y a, si vous voulez, par exemple, le taux de scolarisation pour les femmes est beaucoup plus inférieur que le taux de scolarisation pour les garçons. Vous allez me dire, oui, mais bon, tout ça c'est bien beau, c'est des chiffres, c'est des injustices. En quoi, quel est le rapport avec la situation du viol? Parce que le viol est lié à la situation d'impunité qu'il y a au Congo. Et cette impunité, elle est aussi nourrie par le fait qu'il y a toute une frange de la population qui n'a pas accès, qui n'est pas éduquée, donc qui ne connaît pas ses droits et qui ne peut pas les faire valoir comme elle devrait le faire. Donc, de fait, le problème de l'éducation est un problème qui est aussi corrélé au problème de l'impunité et donc au problème des viols. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Donc je vais regarder un peu mes fiches pour vous dire exactement quels sont les pourcentages concernant le taux d'accès à l'éducation. Voilà, on a 30,3% de filles contre 53% de garçons. Donc on a quand même une grosse disparité entre la scolarisation dans le secondaire entre les femmes et les garçons, entre les femmes et les hommes. Sur le marché de l'emploi, on sait que par exemple, les femmes sont généralement touchent des salaires qui sont beaucoup plus bas que ceux des hommes. Et il faut savoir, par exemple, je donne à titre d'exemple, qu'une femme qui est caissière va toucher $35 par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. $35 par mois, c'est moins d'$1 par jour pour vivre. Donc ça aussi, c'est quelque chose de vraiment terrible et qui affecte la femme et qui la fragilise davantage. Pareil, en ce qui concerne l'accès à la justice, il y a beaucoup moins de femmes qui travaillent dans le système judiciaire que d'hommes. Ça, c'est un problème, ça nous ramène encore au problème de l'impunité. Comment est-ce qu'on peut justement faire avancer ce système judiciaire
si la majorité des acteurs qui sont présents dans le système sont des hommes. La deuxième chose, c'est que les femmes sont très souvent victimes d'intimidation. Et donc là, de fait, non seulement elles ignorent leurs droits, mais en plus, elles les font moins valoir que d'autres parce qu'elles ont peur des menaces et des intimidations. Et là, vous voyez, Chucky, voilà. Voilà, donc pour parler en fait de ce qui se passe concernant les femmes en RDC, notamment sur la situation des conflits armés, il nous faut faire un bref retour sur les conflits en RDC. Donc, durant la première guerre du Congo, l'Ouganda a armé le Rwanda, qui avait à sa tête le général Paul Kagame, aujourd'hui le président du Rwanda, qui a organisé l'invasion de son propre pays avec une horde de Tutsis extrémistes. Là, j'aimerais vraiment prendre un temps avec vous pour bien repréciser les choses. Parce que dans le combat que nous menons, bien souvent on entend des slogans « Oh, les Rwandais, les Rwandais ». Ce ne sont pas les Rwandais, ce sont des Tutsis extrémistes, c'est-à-dire une petite frange de la population rwandaise. C'est très important, je tenais vraiment à répéter ça. Donc du coup, l'Ouganda arme Paul Kagame. Paul Kagame envahit d'abord son propre pays, dans lequel il participe à un génocide, le génocide malheureux du Rwanda que nous connaissons tous. Et ils organisent aussi le groupe qui s'appelle l'AFDL. Il place à sa tête Laurent Désiré Kabila. Et ensemble, ils décident d'envahir le Congo pour chasser le dictateur de l'époque, dictateur de 32 ans, Mobutu. Qu'est-ce qui se passe? L'AFDL donc est créée à Kigali, financée, soutenue dans la logistique, dans le financement et dans tout ce qui concerne l'armement par le Rwanda. Qui sont les soutiens de Laurent Désiré Kabila? James Kabarebe et le commandant Hippo. Le commandant Hippo qui n'est autre que Joseph Kabila, l'actuel président de la République démocratique du Congo. En quoi cela nous concerne? Parce que je reviens toujours au même problème, le problème de l'impunité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va rendre la justice à la femme congolaise lorsque l'on a comme chef d'État au Rwanda Paul Kagame, lorsque l'on a comme chef d'État en République démocratique du Congo Joseph Kabila, et là, je cite le rapport Mapping, ce ne sont pas mes enquêtes, ce ne sont pas mes statistiques, c'est bien ce que le travail de l'ONU, l'ONU a effectué comme travail, c'est-à-dire sur la période 1993 à 2003, l'ONU dans le rapport Mapping a recensé plus de 700 incidents de crimes qui ont été commis contre les populations de l'Est de la RDC, et notamment des violences sexuelles, des crimes de guerre, des crimes de torture. Et parmi les milices qui étaient impliquées dans ces violences, il y avait l'AFDL avec James Kabarebe et le commandant Hippo et Laurent Désiré Kabila. Donc ça, c'était durant la première guerre. Ensuite, il y a eu la seconde guerre. Quand j'étais enfant, c'est devenu comme un jeu. Donc là où ils habitent, ils appellent les amis, ils les disent ok, moi j'étais là pour les voir comme ce qu'on a fait avant, chez des habits, et que ça, ils montrent ça à tout le monde comme un jeu, quoi. Nous avons inscrite chez elle. Elle habite un bidonville qui s'étend à la sortie de l'école. Astrid est veuve. À la merci des voisins et de sa belle famille qui ne l'acceptent plus depuis qu'elle a été violée par le Rwanda. Ceux-là même qui ont assassiné son mari. Elle était enceinte celui-ci quand on a tué son mari. Donc c'est ce petit ici qui a l'air tellement marqué, qui joue un peu, qui fait un peu comme un jeu qui montre à ses amis tout ce que sa mère a subi, parce qu'ils étaient tous là quand elle a subi ça. Il y a un comportement sinon normal. Le gars qui va en militaire, il tremble, il a des traumatismes. Nous, on est vraiment enfermé dans son autisme. Oui. Mais c'est vital, le bébé de la honte qui est en danger de mort. La même chose aussi. Elle part de tout partout avec l'autisme, elle ne peut pas le laisser. Elle est toujours en danger vis-à-vis de la famille.
sont ces barbares capables des pires atrocités? Marcos, un Espagnol de l'ONU chargé de rapatrier les rebelles chez eux au Rwanda, va me conduire sur leur piste. Chez Christine. Dans la cour, un groupe de femmes violées écoute William qui dénonce ses crimes. L'artiste est populaire, mais ses chansons bouleversent ses victimes. Les paroles rappellent trop de mauvais souvenirs, l'émotion devient de plus en plus forte. Les cauchemars d'Astrid la submergent. Elle chancelle sur sa chaise. Elle s'écoule. Évanouie. L'ennemi recueil vital sont le douleurs qui lui est échappé. Dans le groupe, c'est la consternation. Astrid ne reprend pas connaissance. Ses amis l'évacuent. Autour, les autres victimes regardent, angoissées et désemparées. C'est une femme qui est vraiment dépassée pour rentrer la vie. On a trouvé une famille d'accueil ici en ville, pas très loin d'ici, à 30 km d'ici, et là, elle a encore été attaquée, violée, tabassée, elle est arrivée sur le bureau, blessée, elle est là seule avec ses enfants, et c'est une femme qui n'a rien du tout. Oui, c'est un garçon. Enfin, c'est carrément évanoui parce qu'elle pense trop. Il y a une belle qui refuse qu'on inscrive ce petit qui est issu du viol à sa carte d'identité. Chaque fois on dit, moi c'est un petit rebelle, quand il va grandir, il va nous faire du mal, donc on ne peut pas l'accepter dans notre famille. Donc on lui fait énormément pression, la famille lui fait énormément pression. On se débarrasser de l'enfant. Et puis il y a encore autre chose qu'elle dit qui est tout aussi grave. Son quatrième enfant a assisté à tous les viols qu'elle a connus. Pour cet enfant, c'est devenu comme un jeu. Donc là où ils habitent, ils appellent les amis, ils disent, ok, moi je vais venir voir comme ce qu'on a fait avant, se déshabille et il fait ça, il montre ça à tout le monde comme un jeu. L'ONU a plus de 17 000 personnes sur place en RDC, et s'il n'y avait pas ces 17 000 personnes-là, je ne sais pas aujourd'hui qui est-ce qui allait porter secours aux victimes de la guerre en RDC. Donc c'est comme partout, il y a des choses, il y a du mal partout, je suis d'accord avec vous, et c'est bien de le mentionner, mais quand on vous a détruit l'appareil génital avec un Kalachnikov, il faut bien qu'il y ait des médecins, il faut bien qu'il y ait des gens qui vont prendre en charge aussi vos enfants, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient là pour s'occuper de vous. Et au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas les membres de la communauté congolaise qui majoritairement assurent cette fonction. C'est l'ONU. C'est l'ONU, c'est Médecins du Monde, c'est Médecins sans frontières, c'est beaucoup d'ONG qui interviennent en RDC. Donc, jusqu'à ce que nous-mêmes, et c'est ça aussi l'objet de cette conférence, c'est jusqu'à ce que nous-mêmes, Congolais, nous soyons capables de mettre en place des structures qui permettent de justement, déjà de maintenir la paix, comme vous l'avez si bien rappelé, et de porter secours à nos victimes et de prendre soin de notre peuple. À ce moment-là, effectivement, nous pourrons incriminer avec beaucoup de véhémence et ne pas regarder le travail qui est fait par les ONG qui sont là-bas et qui prennent les risques parce que les membres des milices rwandaises ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont armés et ils tirent la population même sur les casques de vélo. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Dans une tâche, comme on dit, humanitaire. Effectivement, tout d'abord, comme on dit, c'est pas que Congo. On va dire, même ici en France, on doit tous se mettre en tête que si nous-mêmes, nous ne le levons pas, après on est là à pointer du doigt, à dire que telle personne a fait, mais il fait des choses, mais nous, en tant que personne, qu'est-ce qu'on fait? Faisons-nous. Nous sommes déjà, comment dire, un esprit d'égoïsme avant tout. Si nous dégageons cet esprit d'égoïsme, je pense que l'Afrique en général va changer.
Parce que quand un d'entre nous ne se lève pas mental en disant tiens, je pense à mon frère, tu te lèves, tu te dis moi je. C'est ça le problème de l'Africain, c'est moi je. Enlevons ce moi je, et je pense que beaucoup de choses vont changer. Parce qu'on parle de blancs sont racistes, le racial, déjà le problème du racisme, vient déjà de nous-mêmes en tant que personne, être humain. Parce que vous êtes là à catholiquer, à citer telle chose. Ouais, il n'est pas le pays, il n'est pas congolais, il n'est pas ceci. Tant que cette mentalité ne change pas à la base, j'estime qu'on a beau faire un travail à longueur d'année, ça n'avancera pas, on arrivera toujours à un mur. C'est ce mur-là qui va nous briser. Tant que ce mur ne se brise pas, tous les travaux seront faits. Ce mur, nous devrons travailler à la base même, à la source du problème. C'est nous, êtres humains. C'est ça que nous travaillons. Y a-t-il d'autres questions avant que nous reprenions le cours de la présentation? La dernière partie. Par exemple, l'ONU n'était pas non plus. On n'est pas dans une optique, c'est là de jeter des fleurs à l'ONU. L'ONU fait quelque chose au Congo. Mais je pense qu'ici, on ne doit pas oublier une seule chose, c'est que l'ONU fait des erreurs. Et dans l'histoire, elle a fait aussi énormément d'erreurs. On a bien vu le massacre de Srebrenica, je crois que c'était en Serbie. Ils devaient protéger les musulmans. Ils les ont abandonnés. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre. Ils n'ont pas bougé. Au Congo, il y a 18 000 casques bleus. Le nord qui brûle, ceux qui brûlent sont là, mais les massacres continuent. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas dire que oui, c'est que la faute de l'ONU. Certes, c'est la faute des Congolais d'un côté, mais l'ONU est responsable. Et ferme les yeux. Voilà. Parce qu'avec 18 000 casques bleus, on ne peut pas jeter des fleurs à l'ONU en disant que oui, ils font des choses. Ils sont armés. Nous, ici, nous ne sommes pas armés. Elle est la différence. On n'a pas d'armée au Congo. C'est un point qu'on doit aussi soulever. Je pense qu'ici, ce n'est pas tout le monde qui veut prendre des armes. Donc, certes, tout le monde ici envoie de l'argent aussi. À l'étranger, au Congo, par exemple, tout le monde envoie de l'argent. Tout le monde aide sa famille comme il peut. Donc, au final, la diaspora, quand même, contribue, même si on n'est pas dans les associations. On peut aider de plusieurs manières. Et pour revenir à quelque chose qui est très important, il faut faire très attention avec l'ONU. Et moi, je pèse les mots. L'ONU, ici, en Europe, a fermé les yeux qu'on a vu les musulmans, les Bosniaques. Ils étaient là avec 400 casques bleus néerlandais. Ils ont fermé les yeux, ils n'ont pas bougé. Aujourd'hui, ils poursuivent soi-disant les mêmes. Voilà, exactement. Donc moi, je comprends sa démarche. Je suis tout à fait d'accord avec elle, comme je suis d'accord avec M. Katarale, comme on a vu pour Lumumba et plein d'autres personnes aussi. Donc voilà. D'accord, merci. J'ai vu un extrait de son reportage, c'est 5 minutes. Dans la suite du reportage que nous ne verrons pas aujourd'hui, il y a aussi en fait un passage qui montre comment l'ONU justement reste passive lorsque le trafic de minerais s'organise. Donc pour revenir sur le point d'objectivité et le fait qu'effectivement il ne faut pas voir l'ONU comme quelque chose de parfait parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui se sont produites. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Nous, les femmes congolaises, nous ne demanderons rien, ni la permission à personne pour participer à la construction de ce pays. Parce que nous allons participer là-dedans et que chaque personne prenne ses responsabilités. Pour ce faire, la dynamique femme congolaise au sein de BPK, telle que ma sœur et moi, a comme perspective d'avenir d'instauration de 3 piliers. 1. L'éducation. 2. La culture. 3. La politique. Et oui, mes papas, qu'on déplaise à certains ou pas, notre participation à nous, les femmes congolaises, au combat politique sera plus qu'omniprésent. Nous voulons bâtir une nation solide, à l'instar d'une pyramide où chaque femme, chaque homme deviendra indispensable pour la construction et la pérennité de notre grand Congo. Ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La démocratie du Congo, qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est détestable, c'est malheureux. Ce qui doit attirer en fait dans un premier temps notre prise de conscience alliée, et peut-être pas assez. Quand on parle d'une cause qui est noble, qui est la nôtre, aujourd'hui on va parler de la femme. Moi je suis ici pas en tant que femme, parce que avant tout en tant que Congolaise et en tant qu'être humain, avec un grand H. La situation démocratique du Congo, souvent, on a fait des marches, on a fait des sit-ins, on a mis en avant, c'est vrai, la souffrance de la femme.
Mais moi, je ne vais pas me mettre en victime. Je vais d'abord, dans un premier temps, me mettre en tant qu'être humain et surtout dire, on parle souvent de la femme, on parle des violences faites à la femme en République démocratique du Congo. Mais souvent, on oublie une chose. Il y a les enfants, c'est vrai, mais il y a un autre sujet qui est tabou, c'est que nos hommes sont également violés. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on va arriver peut-être un jour à instrumentaliser en disant on va appeler les femmes à parler, c'est plus aisé de parler de femmes violées, mais peut-être un jour, si la situation continue, c'est peut-être nous les femmes qui allons faire des conférences parce que nos hommes sont violés et qu'il faudra leur remettre à leur place. Si j'ai mis l'accent là-dessus, c'est un peu pour dire, c'est que on connaît les mots MAUX du Congo, non seulement les violences suite à la guerre, les 8 millions de morts, le manque d'éducation au niveau de la santé, il y a une carence politique, on sait, on connaît les sources, mais c'est d'abord et avant tout un problème de Congolais. C'est à vous dire que vous qui êtes là, hommes, femmes, enfants, ce problème nous concerne tous avant tout. Donc je veux vraiment et je demande solennellement qu'on regroupe tous ces problèmes-là, qu'on se dise, voilà, en République démocratique du Congo, on les cite, il y a des femmes violées, il y a des enfants meurtris violés également, il y a nos hommes qui sont violés. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait des sittings, on a fait des marches, et on se rend compte qu'en fait, au niveau de la communauté internationale, ils ne suivent pas. Il y a une volonté de ne pas suivre, d'étouffer, tout à fait. Mais qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, on fait? Vous vous rendez compte? Le sujet aujourd'hui, c'était les femmes violées. J'ai entendu ma soeur tout à l'heure dire, on est quand même un pilier de la famille. Parce que vous pensez quoi? La femme congolaise, elle n'a pas perdu sa valeur. La femme congolaise fait marcher ce pays. On la voit où? On voit les femmes congolaises partir à Dubaï. On les voit au marché. On les voit en Chine également, tout à fait. Donc on n'a pas perdu notre valeur. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est peut-être nos hommes qui ont perdu leur valeur. Parce qu'ils n'ont pas su nous protéger, nous. Ils n'ont pas su protéger nos enfants, notre constitution. C'est là-dessus, c'est pour ça que j'insiste vraiment. Ne stigmatisons pas uniquement. Kazali et le PPK d'avoir invité RCK de partager avec vous ces moments. Je voudrais commencer cette intervention en vous rappelant les deux périodes historiques qui ont marqué le XXe siècle de notre Congo. La colonisation d'abord, puis l'indépendance. Si le trois faiblesses, nous manquons encore d'unité, des coordinations dans nos opérations futures et restons encore dans la paire qui engendre l'aliénation, autrement dit la course au pouvoir, le leadership, la divinisation. Mais nous reparlerons de ces points avec notre famille Reste Kazali et d'autres acteurs engagés dans ces combats pour qu'enfin nous puissions voir l'unité, comme on dit, l'union fait la force, et nous bouterons l'ennemi du Congo hors notre territoire. Au nom des résistants combattants du Congo ainsi que RCK, je vous remercie. Et à cause de ce qu'ils ont fait, aujourd'hui le Congo est plus uni que jamais. Ensuite, opérer une nécessaire rééquilibrage démographique au Kivu par le biais d'un transfert massif des populations rwandaises et par l'application d'une politique distincte programmée d'une grande partie de la population congolaise et assurer le financement de la reconstruction du nouvel État rwandais improductif en termes de matières premières. C'est sur cette base de cette analyse que le tenant de cette analyse parle de génocide congolais, mis en parallèle et symétriquement au génocide rwandais de 1994. Toujours selon le tenant de cette approche, qui a été reprise ni par les historiens, ni par les Nations Unies.
Il s'agit d'un génocide perpétré insidieusement en RDC depuis 1996 pendant la première guerre du Congo et la seconde guerre du Congo, dite de haute intensité. Et tout au long de ce temps d'insécurité et d'instabilité que connaît la RDC, guerre dite de basse intensité pour les autorités rwandaises et leurs complices congolais et occidentaux sur les populations identifiées de nationalité congolaise. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui a été planifié, soi-disant pour donner des terres, pour permettre au Rwanda, qui était trop petit, de pouvoir sortir de leur territoire et de pouvoir avoir un peu de terre. Alors je dis, si nos frères nous apprennent quelque chose, il n'y a aucun pays au monde qui a accueilli autant de, comment on les appelle, de réfugiés qu'est la République démocratique du Congo. 2 500 000 personnes sont venues chez nous parce qu'ils fuyaient la guerre pendant la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Nous les avons accueillis chez nous sans leur demander des papiers, sans leur demander quoi que ce soit. Nous leur avons donné le gîte et le couvert et ils ont pu rester chez nous. Et il y en a encore qui sont chez nous jusqu'aujourd'hui. Donc on ne peut pas reprocher aux Congolais d'accueillir les étrangers. On ne peut pas dire que les Congolais sont xénophobes. On ne peut pas dire que les Congolais, lorsqu'ils disent Zongifaïna Rwanda, que nous sommes des racistes, que nous sommes des xénophobes. On ne peut pas dire parce que nous avons prouvé dans notre histoire que nous avons ouvert les frontières à des gens qui étaient persécutés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ici en France, s'il y a la guerre en Allemagne, la France peut accueillir 2 millions de personnes? Non. Est-ce qu'en Angleterre, ils peuvent accueillir 2 millions de personnes? Mais nous l'avons fait. Et rien que pour ça, on mérite un minimum de respect. En France, l'article 2 de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression des crimes de génocide entend le génocide comme l'un des quelconques actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou une partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Qu'est-ce qu'on appelle un génocide? C'est lorsqu'on élimine systématiquement des êtres humains selon leur nationalité, comme ce qui se passe au Congo. Si les gens qui ont été tués étaient d'une autre nationalité que congolaise, ils seraient encore en vie. Selon leur religion, c'est ce qui s'est passé chez nos amis d'Israël, chez nos amis juifs, qui se sont fait exterminer ici en Allemagne, quittant la France et un peu partout dans le monde pour aller se faire gazer à Auschwitz parce qu'ils avaient une religion qui n'était pas la même que l'autre. De la même manière, de manière raciale, comme certains de nos frères issus directement des Antilles, qu'on a pris en Afrique, qu'on a ramené aux Antilles pour travailler et pour travailler jusqu'à la mort. Voilà ce qu'on appelle un génocide. C'est lorsqu'on élimine un certain nombre de populations selon leur race, leur nationalité ou leur religion. Dans l'est de la RDC, les membres des groupes armés ont violé des dizaines de milliers de femmes, dont des fillettes et des femmes âgées, ainsi qu'un certain nombre d'hommes et de jeunes garçons, afin de terroriser et d'humilier et de soumettre la population civile. En mai 2007, la violence sexuelle au Congo est la pire qu'elle soit au monde. Je répète, en mai 2007, la violence sexuelle au Congo est la pire qui soit au monde. C'est John Holmes qui le dit, sous-secrétaire général pour les affaires humanitaires aux Nations Unies. 17 000 hommes sur le terrain, c'est qui ont fait la plus grande force de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. La femme congolaise, et là c'est moi qui parle, est la première à nous enseigner la vie. Celle qui va nous faire découvrir la vie. Le premier visage d'amour que nous voyons, lorsque nous arrivons à voir, la première personne que nous voit, c'est la femme. Chaque bébé, lorsqu'il ouvre les yeux, la première personne qu'il voit,
C'est ça mon nom. Femmes du Congo, nous avons besoin de vous. Femme du Congo, tu dois renaître. Sans cela, nous les hommes n'aurons aucun futur. Combien de temps pensez-vous qu'une nation peut faire du mal et ne pas faire face au jugement du Tout-Puissant? Et j'aimerais que vous répétiez avec moi: violer une femme, c'est tuer une Congolaise. 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 Est-ce que pour prendre le coton, on a besoin de violer avec cette violence? Parce que ce n'est pas simplement le plaisir sexuel. Lorsqu'on abîme avec des manches à balai, avec des baïonnettes, avec des armes à feu, le vagin. J'ai des images atroces que j'ai ici, mais par pudeur, je ne vais pas vous les montrer. Je pense que vous en avez déjà vu assez sur Internet. Les femmes enceintes à qui on met du sable. Une femme est enceinte, 8 mois. Vous dites que vous êtes des soldats, vous êtes des militaires. Vous la violez déjà à 25. Vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Vous allez chercher du sable et vous mettez dans le vagin de la femme. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Vous voulez obtenir quoi? Il fallait lui mettre une balle dans la tête si vous voulez la tuer. S'il fallait mieux lui mettre une balle dans la tête que de prendre du sable. Une gamine, une femme, une Canadienne blanche. Elle quitte son pays, elle laisse son mari et ses enfants, elle va en Afrique. J'ai oublié son nom, sinon j'aurais salué cette femme et son courage. Elle va jusqu'à l'est de la RDC. Elle tombe dans un trou où elle tombe sur une petite fille qui était là avec une caméra. Qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille? Elles étaient deux. Il y en a une qui a 12 ans, l'autre elle a 13 ans. Et pendant 1 mois et demi, ils se sont fait violer par 20 hommes. Et il y en a une qui est tombée enceinte. Celle qui est tombée enceinte, c'est celle qui a survécu. Et pendant qu'elle était dans le trou, l'autre qui se faisait violer aussi en est morte. Et pendant 1 semaine et demie, on a laissé le cadavre de sa copine, de son amie, avec qui elle se consolait le soir, lorsqu'on avait fini de la violer dans le trou. Elle a vu sa copine, le cadavre de sa copine, pourrir à côté d'elle. Pendant 1 semaine entière. Et lorsque ils ont vu que ça sentait trop mauvais et que ça les gênait, ces gens-là, qui se disent militaires, ça les gênait. Ils sont arrivés, ils ont récupéré le cadavre, ils sont partis le jeter dans la forêt. Et la petite a continué à rester dans le trou, elle est tombée enceinte. Sans cette femme canadienne qui a quitté son Canada natal pour venir chercher cette fille, peut-être que cette fille-là serait morte. Et des cas comme ça, on en a des milliers, des centaines et des centaines de milliers. On veut reconstruire le Congo. Je suis d'accord. Moi, j'écris aussi le sponsor, Kabila dégage. Mais avant de Kabila dégage, nous avons quelque chose qui est primordial. Nous sommes le peuple au monde qui a subi le plus de pertes de vie humaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a personne d'autre que nous qui avons perdu autant de vies humaines. On ne vous dise pas le contraire. Nulle part dans le monde il y a eu autant de morts qu'en République démocratique du Congo. Ça vous donne un droit, ça vous donne un privilège, ça vous donne le droit de parler, ça vous donne le droit de crier, ça vous donne même le droit d'être fou. Il y a le droit de rendre fou. Il y a le droit de devenir fou. 8 millions de morts, vous croyez que c'est combien? C'est pas 2, c'est pas 3. On est combien ici? 200, 300? 8 millions, ça fait combien? Au Rwanda, il y avait 800 000 personnes. Nous avons perdu 8 millions de vies depuis 1996. Nous avons ouvert nos frontières à des étrangers. Nous les avons accueillis. Ils ont ramené avec eux leur guerre tribale qui a fait aujourd'hui que nous sommes victimes de 8 millions de morts. Mais ce qui est important aussi à dire, avant de parler de la responsabilité d'un certain nombre de personnes, beaucoup de gens se disent Kabila Rwandais, toujours ici en Rwanda.
Kabila on trouve c'est avant la terre. Faut que les jeunes à Katako. Pour y aller sur place. La justice doit passer. La première des justices, c'est d'abord qu'on reconnaisse que vous êtes une victime. Le Congo, nous avons perdu 8 millions de vies, nous sommes des victimes. Ensuite, il faut une réparation. Lorsque vous reconnaissez votre culpabilité, il faut réparer votre erreur. Il faut une réparation. À partir de là, on peut commencer à imaginer comment on peut pardonner les gens qui nous ont fait un mal si immense. Comprenez ce que je veux dire? Kabila, Congolais ou pas Congolais, moi je l'ai toujours dit, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec moi, c'est pas mon problème. Qu'il soit Congolais ou Yougoslave, s'il avait fait le travail pour lequel il a été engagé, je pense qu'on ne serait pas en train de discuter. Il y a un grec blanc qui est en prison aujourd'hui, à Makala, depuis 2 semaines. Je ne sais pas si vous savez. Chaloupa. Qu'est-ce que Chaloupa? Il est blanc, de maman blanc, de parents blancs, mais il est né au Congo. On l'a pris, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Pourquoi? Chaloupa a fait des entreprises au Congo. Il donne du boulot au Congo. Il aime le Congo. Ça fait plus de 65 ans. En plus, le prix dans tout ça, c'est qu'il est né au Congo. Il est beaucoup plus congolais que Kanamé. Pourquoi on le prend, lui, on le met en prison? C'est un frère congolais. Quelle que soit la nationalité de ses parents, il est né au Congo, il travaille pour le Congo. Posons-nous la question, qui est congolais, qui n'est pas congolais? Nous sommes dans un pays où rien n'est défini. Comment on peut dire que lui, il est congolais et l'autre n'est pas congolais? Il faut qu'on mette des règles. Il faut qu'on définisse clairement qui est congolais et pas congolais. Beaucoup de gens ont intérêt à ce que nous, lorsque on regarde les images de cette violence que subissent nos femmes, il n'y a rien de pire. Je ne sais pas si c'est le moment où vous pouvez me contredire, qu'un fils qui voit sa mère se faire violenter. C'est la pire des souffrances. Et lorsque, moi qui suis votre fils, je vois ce que vous subissez, c'est la pire des humiliations pour moi. Lorsqu'on voit un père, on viole sa fille devant lui, et qu'il est incapable de riposter, comment il se construit ce papa? Comment il vit cet état de fait? Il devient comme un mort. Voilà pourquoi les familles se disloquent. Et c'est ça leur objectif. Quand nous vivons avec une haine tellement immense, que le jour que nous allons récupérer notre pays, la première des choses que nous allons faire, envahir le Rwanda. Tu vois, et ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. Hein? Moi je connais, parmi aujourd'hui, si on donne le micro dans une manifestation congolaise, s'il y a 2000 personnes, vous allez trouver 199 personnes qui vont te dire mais il faut exterminer les Rwandais. Il faut tuer tous les Rwandais. Mais je vais vous dire une chose. Il y a au Rwanda, je ne vais pas exagérer, Tutsi, Hutu. Tutsi 20%, Hutu 90%. Je suis sûr, 80%, excusez-moi. Je suis sûr que dans les 80% de Hutu, il y en a au moins 50% qui sont prêts à éliminer tous les Tutsis qui sont sur place. Vous comprenez ce que je veux dire? Le véritable problème de ces extrémistes Tutsis, c'est au Rwanda. On n'a pas besoin de se salir les mains. On a des priorités. D'abord la justice. Que les Nations Unies reconnaissent que ce qui arrive au Congo est un crime contre l'humanité, est un génocide 2, et ensuite qu'il y ait réparation, pour que ça ne puisse plus jamais se reproduire. Et pourquoi j'ai parlé de ce fait? J'ai mis la femme congolaise au centre de tout. Parce qu'il faut savoir que les violences qui sont faites aux femmes congolaises ont un seul objectif: nous affaiblir
pour qu'on ne se batte pas, pour qu'on ne se batte pas pour ce qui nous est dû, pour qu'on ne se batte pas pour le droit, pour qu'on ne se batte pas pour ce qui est à nous. Je vais vous dire un certain nombre de choses. Qui sont les responsables de ce qui nous arrive? 1. Les Occidentaux. Les Occidentaux. Moi, j'ai des amis occidentaux qui sont derrière moi depuis un certain nombre de temps, qui me supportent, qui sont venus dans la salle. Je le ferai monter tout à l'heure. C'est un bon conseiller. Ce n'est pas tous les Occidentaux. Aujourd'hui, faisons le constat de la France. La France, c'est quoi? La France, c'est d'abord les puissances financières. C'est elle qui gère le pays. Ensuite, vous avez les VRP, les politiques, Sarkozy et compagnie. Ensuite, vous avez le peuple. Les médias, ensuite, vous avez le peuple. Bolloré, qui donne des milliards à TF1, Total, qui donne des milliards à TF1, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez voir sur TF1 que Kabila vient de signer un contrat au lac Albert pour que la société Total vienne exploiter le pétrole au lac Albert? Vous croyez que ça va passer sur TF1? Alors qu'il y a des gens qui meurent en Itouré, c'est là où il y a le plus de viols et des assassinats. Personne n'en parle, mais qui va en parler? Kadhafi, lorsque vous êtes étudiant en Libye, vous avez déjà vu les Libyens en France, vous? Vous avez déjà vu les Libyens dans la banlieue? Lorsqu'on est étudiant en Libye, on prend 1500 € de bourse. Lorsqu'ils rentrent chez eux après avoir étudié, ils sont une maison, ils ont une baraque. À la fin, on fait une facture à la Libye. 480 milliards parce qu'on est venu vous aider. 480 milliards. Vous avez l'argent? Non, on n'a pas l'argent. Ok, on signe un contrat, exploitation du pétrole pendant 50 ans. Je crois que le CNT est en train de réfléchir. Je crois que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas encore envoyer Salif al-Islam au ces pays. Ils ont encore besoin de lui pour savoir là où ils vont cacher quelques milliards à gauche et à droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette politique-là, occidentale, qui est en fait une politique de vautour. Ils ne sont plus dans une politique de conquérant, mais une politique de vautour. C'est-à-dire qu'on profite du malheur des autres. Mais est-ce qu'on peut refuser, nous, que les autres, si vous n'êtes pas capable de vous défendre, on vous casse la gueule? On ne va pas reprocher aux autres de profiter de nos faiblesses. Ce sont nos faiblesses. À nous d'être forts, à nous d'être debout. Si nous ne sommes pas debout, on ne peut pas dire qu'ils ont tout organisé. On leur donne tellement de force. Moi qui ai été arrêté, qui ai été emprisonné, j'arrive au 36 quai des Enfers. On dirait, police des polices, tu vas tout dire, tu vas tout donner, tu vas machin. Je les ai regardés. On dit, messieurs, vous allez faire perpétuité, 20 années de prison. Vous avez dit pourquoi? Parce que je défends, parce que je ne veux pas pour mon pays, parce que je prends la liberté. Vous savez, depuis que je suis à l'école de CM2, on me parle de la France et de la Deuxième Guerre mondiale et de la résistance. Nous sommes des résistants combattants. C'est ça. Vous m'avez enseigné un certain nombre de choses. La combativité, se battre pour ses droits. Tout ce que vous avez écrit là, vous avez menti. Ou c'est que bien que pour vous? Hein? Est-ce que vous avez menti lorsque vous avez écrit liberté, égalité, tout se battre pour ses droits? Guy Monquet avait 17 ans, mais moi j'avais 34. Je ne peux pas me battre pour mon pays? Hein? Guy Monquet a 17 ans, mais moi j'ai 34 ans. Je ne peux pas me battre pour mon pays. Je ne vais pas pour mes droits. Dans leur premier rapport, en tout cas, seul l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Monsengo, a déclaré à titre personnel que les résultats finaux n'étaient ni conformes à la vérité, ni conformes à la justice. Il a tout dit. Et qu'est-ce que vous voulez pour l'enfant, c'est un dessin? C'est ni conforme à la vérité, ni à la justice. Il faut rendre justice au président élu de la République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi Tshilombo.
Étienne Tshisekedi, qui s'est autoproclamé président du peuple, avant même le dépouillement, n'a pas reconnu sa défaite. En fait, il n'a pas perdu, il a gagné. Et n'a pas désavoué les combattants de la diaspora qui ont multiplié, manifesté, des manifestations violentes et agressions. Une nouvelle forme de lutte politique a été inaugurée par une diaspora frustrée de ne pas. On n'est pas frustré parce qu'on n'a pas retenu. Mais lorsqu'on voit qu'on tire sur la population congolaise, au mois de Noël, le 25 décembre, on tire sur le peuple, et qu'aucun mois de le 31 prend un avion avec sa femme, et vient se promener comme si. Quand ici, il est encore à l'époque de Mobutu. On fait ce qu'on veut. À la diaspora, ils parlent beaucoup, mais ils aboient et ils vont rien faire. Mais vous savez, j'ai dit à mes frangins, et je leur ai répété, ceux qui avaient fait un bon, ça veut dire si j'avais de l'argent, j'aurais même mis 5 ou 10 000 euros pour être dans la tête de Ken Wadondo. Au moment où les deux petits l'avion même mis perdu dans la bouche, il a pensé à quoi? Quand sa tête tournait, à quoi Ken Wadondo a forcé? Au moment où son corps s'est retrouvé dans le froid, il fait froid actuellement. Vous avez remarqué? Il fait très froid. Président du Sénat, garde du Nord, sur le quai, en train de faire pitié le visage par les Congolais. Il a pensé à quoi ce monsieur? Ces gens-là ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur vie. 13 ans plus tard, après avoir fui Mobutu, il pensait qu'il était intouchable et que le bon Dieu l'a laissé les membres de lui. Moi, je préfère qu'on me tire dessus plutôt que de me faire taper par les enfants à 76 ans quand j'ai l'enfant. Bon, je m'avais rajouté, c'est important de dire, je n'y suis pour rien. C'était chez moi à la maison. Je venais. Vous avez quoi? Tout ça, lorsque je parle de Ken Wadondo, ça me ramène au collabo. Qui est-ce qu'on appelle les collabos? Les collabos, ce sont ceux qui collaborent pour la destruction de notre pays. Ce sont des Congolais. Voilà pourquoi, lorsque notre sœur Rebecca dit que la première responsabilité est la nôtre, tant qu'il y aura des Ouattara, des Kabila et autres, on aura toujours un problème matériel. Lorsqu'il y aura des gens pour leur famille, pour leur bien-être personnel, sont prêts à vendre toute une population, tout un peuple. Vous savez pourquoi ils se permettent de faire ça? C'est parce qu'il n'y a pas de punition. Les traîtres doivent être châtiés de la manière la plus. On doit avoir pitié pour nos ennemis, mais aucune pitié pour les traîtres. Vous voyez nous là, quand vous m'en montez, quand vous m'en bas, Évariste Mocha et son fils qui a tué 4 personnes, qui n'a pas répondu à la justice. Il a tué 4 personnes. Oui, bien. Lambert Mendy. Je ne parle pas des autres là, ils sont sans insignifiants. Que beaucoup de personnes insignifiantes, lorsqu'ils fument, ils boivent, ils ne savent plus du tout. Donc, c'est la partie d'avoir lui aussi, c'est des petits, voilà, on n'a pas de temps à faire avec ces maisons, ça se voit. Mais on va s'occuper d'eux quand même. Pour la force. On va s'occuper d'eux pour la force. Ces gens-là, ils nous disent, ils annoncent tous les jours, ils reçoivent des SMS, ils reçoivent des appels sur Facebook. Ndeko, Zona na Congo, Yako Zona place na yo, Yako Sana Makamoko na Mboka na yo. Moi je dis, mais
Bokei, ils me disent non. Je dis, mais je ne suis pas rentré. Est-ce que Etienne Tshisekedi est président? Oh non, il a tapé là. Je dis, j'entends pas. Hein? Ok, Fouilla, tout ça, machin, on va dire non. On va la boule. Tout ton maman, t'as la boule, on a dit non. Mais c'est la même chose dans un professeur, un scientifique, un intellectuel, je l'ai toujours dit, les intellectuels ont détruit notre pays. Il vaut mieux avoir des imbéciles ou des ignares qui aiment leur pays que les intellectuels qui détruisent complètement et absolument notre pays parce qu'ils sont 2 fois plus coupables que celui qui ne sait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons dit janvier à ma détention. J'ai fait 2 mois et 15 jours en prison. On m'a mis dans une prison très difficile, la prison la plus dure de France, la prison de Fresnes. Et je n'ai pas compris, on m'a mis en isolement. Dans un quartier où il y avait des pédophiles, où il y avait des violeurs d'enfants, des assassins. On m'a mis à côté de l'autre frère, c'est un frère africain, mais Youssouf Ougana. Bon, on n'a rien à voir. Pourquoi on me met ici? Des fois, j'ai passé 2 jours sans prononcer un seul mot. Et j'ai pu tenir. Aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui est là-bas, votre fils, Curtis. Il faut lui écrire. Tous les jours, jusqu'à ce que vous allez le voir sur Internet. Prenez 1 minute, ça coûte 55 centimes. Mettez un timbre. Même si vous ne l'envoyez pas l'argent, donnez-lui des courriers. Moi, je remercie toutes les personnes. J'avais 15 courriers par jour. Ça m'a permis de tenir chaque jour. Chaque jour. C'est important d'avoir ces gens-là, toutes ces personnes qui m'ont écrit. C'est grâce à vous que j'ai pu tenir et que je ressors de là avec une force. J'ai pu y retourner demain. On nous décrit, oh, les gens congolais sont des voyous, sont des gens. Curtis a été arrêté parce qu'il était déjà sur la première attaque. La deuxième attaque, on l'a arrêté. Parce que beaucoup de nos frères aussi, ceux qui ont combattu, on va là-dedans. Voilà les hommes et à la guerrier. Ceux qui ont combattu, restez chez vous. Toutes les personnes qui ont donné de l'eau au moulin du Francis qui les ont fait, vous, ou aux gens qui de l'antiterrorisme qui m'ont arrêté, ce sont des Congolais. J'ai été arrêté parce que les frères, les gens avec qui j'étais, m'ont donné mon nom là-bas. C'est ça la réalité. Des gens que vous voyez dans les vidéos qui se font appeler colonel, champion, général. Vous vendez la calme. Ceux qui sont général, vous savez la bien la vie, vous pouvez nous le montrer. Ceux qui sont général, vous vendez la tranquille. Arrêtez de vous distraire. Vous êtes peut-être pas les collaborateurs, vous avez fait que vous vendez la calme. Vous avez bien vous avez un commentaire à Facebook, vous faites nos Facebook. Puisque vous avez les combattants sur le terrain, laissez-nous aller au charbon. Et te libérer mon ami sur la ma patriote, Congo. J'aimerais parler maintenant du président élu et de sa position de non-violence. Etienne Tshisekedi a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, dans toute sa vie politique. Ce n'est pas un homme parfait. Mais c'est l'homme que nous avons choisi, là, cette fois-ci. Donc, c'est lui notre président, jusqu'à preuve de contraire. Etienne Tshisekedi m'a appris quelque chose. Je suis un ancien militaire, même si vous ne me voyez pas m'habiller en pays lors des matchs. Je pense que c'est une fille, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Etienne Tshisekedi a refusé la non-violence. Je me suis posé la question de celui-là. Est-ce qu'il sait qu'il y a des Congolais qui ont fait l'armée ici en France? On est beaucoup. On est nombreux Congolais. On est des légionnaires français. Il y en a plein.
Si un jour vous voulez, je vais vous présenter, on a plein de Congolais qui savent utiliser les armes à feu, qui sont prêts à aller sur le terrain, qui sont opérationnels. Il y a des Congolais qui sont fait l'école militaire de Belgique, des États-Unis, il y a des dizaines de Congolais. Comme je n'entends pas de conneries, les Congolais qui sont prêts, il y en a beaucoup. Qu'on peut prendre ici, envoyer là-bas et puis libérer le Congo. Mais pourquoi ce monsieur refuse la non-violence? Et il commence à analyser les choses. Je réfléchis. Depuis les années 60, toutes les personnes qui sont arrivées au pouvoir au Congo l'ont fait avec les armes. Si aujourd'hui le Congo est libéré par le peuple, simplement par le peuple, je pense que ça sera très très difficile pour que quelqu'un d'autre vienne et nous ramène la violence et les armes. Premièrement, c'est une hypothèse que je prends comme ça. Deuxièmement, nous sommes dans une configuration où on ne fabrique pas les armes au Congo. Il n'y a pas d'usine de fabrication des armes. Où est-ce qu'on va aller chercher les armes? Qui va nous donner les armes? Les Occidentaux. Les qui? Les Occidentaux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vont pas donner les armes plus puissantes à Kabila? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont nous vendre un 635 à côté, et une Kalachnikov de l'autre, un fusil à pompe de l'autre côté, un canon de l'autre côté? Et qu'est-ce que ça va se passer? Ça veut dire que ça va être des surenchères. Ils vont vendre leurs armes. Vendre. Et nous, on va acheter. Et à un moment, lorsqu'on aura éliminé Kabila, parce que pour nous, aujourd'hui, Kabila, lorsqu'on aura éliminé Kabila, il se passe quoi? Il devient président, il ne peut pas gouverner, il ne peut pas faire avancer le Congo, il a une dette colossale, comme en Libye. On va perdre demain la nouvelle Libye. On dit, ah, le Congo, vous avez dit, on vous a vendu des armes. Mais la facture, 30 milliards, 200 milliards. La Libye, 480, ça fait mal. Hein? La dette du Congo, c'est 14 milliards. Mais 480 milliards, 50 années. Tes petits-enfants vont payer pour toi. Vous imaginez ça? Donc, je me dis quand même quelque part, Ouamouliba, c'est pas un imbécile. Notre président n'est pas un imbécile. Malheureusement, la machine qui est la sienne, lui, ne communique pas assez. Parce que leurs milliards, vous pensez que quoi? Tous leurs millions, ils les dépensent où? Vous pensez qu'ils vont acheter des châteaux au Congo? Vous pensez qu'ils vont acheter des Mercedes au Congo? Ils sont obligés de se déplacer. Toute leur famille, tous leurs enfants sont à l'extérieur du Congo. Tout leur argent est à l'extérieur. Ils sont tellement stupides que lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils se prennent une balle à la tête parce qu'ils sont des voleurs, et bien les gens qui ont leur argent dans les comptes à banque, ils le partagent. Comme ça s'est passé pour Moubarak, comme ça s'est passé pour Kadhafi, comme ça s'est passé pour Gbagbo. Comment vous êtes président pendant 10 ans, tu ne passes pas à préparer ton armée, à avoir une armée solide pour pouvoir te défendre contre les autres, à créer des banques viables internationalement dans lesquelles tu dois mettre ton argent. Tu penses à ta famille, à toi. Et le jour que tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Où sont les enfants de Bokassa, de Mandel Chiapa? Où sont les enfants de Bokassa? Ils se cherchent, on les voit avec moi. Mais l'histoire, ça ne vous apprend rien. Mais qu'est-ce que vous apprenez? Vous voulez faire la politique, vous ne voulez pas apprendre l'histoire. Hein? Vous vous dites que vous êtes des politiciens. Et comme ils aiment bien se targuer les uns. Comme les cours on marque, hein? L'intellectuel. Ils vont parler en français avec même des mimiques. Ils sont les deux plus mots que non. Vous comprenez c'est les Congolais. Non, mais tout à fait. Vous comprenez ça, c'est le Congo, ça. Hein? Ils sont plus grands que moi, nos Congo. Je vais revenir à l'essentiel, notre combat. Il était important qu'on puisse s'asseoir et discuter, qu'on puisse échanger. Dans la rue, on ne peut pas le faire. Dans les manifestations, on ne peut pas le faire. Toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, sont nécessaires. Les conférences sont aussi nécessaires. J'ai eu un débat avec une étrangère qui me disait, mais c'est bien beau une journée de la femme congolaise, mais à la fin, ça apporte quoi? Ça apporte quoi, une journée de la femme congolaise? Se
s'asseoir, on fait les débats, on monte les images. Il vaut mieux prendre l'argent que vous avez pour la salle et envoyer au Congo. Donner ça aux gens. Je dis, mais ça, on envoie de l'argent des Congolais. Vous pensez que les 2000, les 3000 euros, les 4000 euros qu'on a mis ici, ça va sauver le Congo demain? Mais si aujourd'hui on a réussi à conscientiser 10 personnes, c'est 10 personnes qu'on a réussi à conscientiser ici, et qui sont déterminés de changer le destin du Congo. Et ça n'a pas de prix. On n'a pas besoin d'être 1 million. On n'a pas besoin d'être 1 milliard. Il suffit simplement qu'un certain nombre de personnes soient décidées et se disent qu'on va changer les choses. Et changeront les choses. Au Rwanda, les petits l'ont fait avec 57 personnes. Ils ont pris le pays, ça fait déjà presque 20 ans. Même si ce sont des assassins. Mais ils ont pris le pays à 57. On n'a pas besoin de venir. On a simplement besoin d'être soutenus comme vous le faites. Loupemba de toutes les mamans aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Tout à l'heure, j'étais à l'entrée, je me suis dit, mais ma femme m'a dit que je ne viendrai pas parce qu'il y a des femmes ici, mais il n'y a que des mamans ici. Ça veut dire que vous êtes consciente de l'importance de la femme congolaise dans ce combat. Vous êtes consciente du rôle qui est le vôtre. Vous imaginez 500 femmes congolaises sur les Champs-Élysées sans aucun homme. Ouais, non, on manifeste. Kabila va partir. Les hommes vont faire quoi? Sonner. Et noter. Ah, on va y aller. Ah, mais la mini. Ah, ça. Tous les hommes vont vous suivre. Vous devez impulser la dynamique. Vous devez être devant. Voilà pourquoi vous avez vu, elles ont pris la parole avant moi, elles sont devant. Et c'est comme ça que le BPK a envie de fonctionner. Il faut que les femmes occupent la place qui est la leur. Il faut que la femme soit le moteur du système. N'oubliez jamais, le créateur de la planète, c'est Dieu. La co-créatrice, c'est la femme. Je répète, la co-créatrice, c'est qui? Voilà la terre. L'État. J'ai écouté le ministre des Finances congolais qui disait si les réformes sont établies vigoureusement, si la stabilité du cadre macroéconomique est maintenue, si le climat des affaires s'améliore, il y a un boom économique qui peut se réaliser et dans 5 ans, on peut réduire tout au moins 20% le niveau de pauvreté, a déclaré Augustin Matata Mpoyo, ministre des Finances. Ne nous faisons pas d'illusions, le social, ce n'est pas le budget de l'État. Tout court, le social, c'est le secteur privé. Nous devons améliorer le climat des affaires pour que la RDC, au lieu d'être classée parmi les derniers du Doing Business, soit classée parmi les 500, parmi les 50 premières, pas parmi les 10 premiers. C'est vraiment que dans 5 ans, on va devenir parmi les 5 premiers en économie. Il va quand même gérer un peu, mais bon. On réaliste quand même. On espère qu'on soit réaliste. Ce n'est pas avec Augustin Matata. On va venir parmi les 5. J'ai été choqué d'entendre quelqu'un comme Jean-Marie Kassamba dire à la télé chez moi, à Kabia-Kamanga. Kabia-Kamanga, je ne sais pas. Mais c'est lui qui est né à comment ça s'appelle? À Matane. Kabia-Kamanga, c'est pas chez lui. C'est pas chez lui. Alors, pourquoi tu dis chez moi, Kabia-Kamanga? Oh, chez moi, là-bas, Congo. C'est lui qui est né en Allemagne. Pas Congo, c'est pas chez lui. Il faut savoir. Il faut savoir. Donc moi je dis quelques propositions. Pour être député, il faut avoir un minimum
Déjà, personne ne peut devenir député s'il ne fait pas partie d'un parti politique. Un. Deuxièmement, pour être député, il faut avoir, ici en Europe, 2500 signatures. Au Congo, 5000 signatures d'électeurs. Des gens qui signent et qui disent 8 personnes du monde qui deviennent députés. Nous sommes d'accord. Si vous n'arrivez pas à convaincre les gens à Kinshasa, mais vous voulez bien être député par rapport à quoi? Sortez dans les rues, allez voir les gens. Moi je vais être député. Signez pour moi. Laissez votre numéro de téléphone, il y a la commission. 5000 personnes, ça fait 50 personnes. On prend 10 jours, 50 coups de fil, on a une équipe qui appelle, qui vérifie, ne serait-ce que 500, au hasard, 500 coups de fil, on appelle 500 personnes. Pour être sûr que les signatures sont valables. On appelle 500 personnes, on voit que cette personne, lui, peut postuler. On regarde, on voit que cette personne peut postuler. Elle a 500 signatures, elle peut se présenter aux élections. Tu n'as pas 500 signatures, tu ne fais pas partie d'un parti politique. Il n'y a pas d'histoire d'indépendance. Tu veux créer ton parti, crée ton parti. Si tu crées un parti, tu arrives à partir de ton parti, de ton mouvement, que tu as structuré, d'avoir 5000 personnes qui te donnent leur signature, tu peux postuler en tant que député. Donc tout le monde se lance en espérant, en se disant ah là, je vais passer. Et puis ils y vont, et puis parfois on les prend. La femme de Kofi est devenue députée. Amazon est députée. Amazon. On a une députée grande de femmes qui s'appelle Amazon. Amazon, c'est pas pour le excusez-moi. Je suis un peu d'apprendre. Amazon, c'est pas pour le Ah d'accord, là oui, voilà, c'est la forme de ta parole. D'accord. J'espère que lorsqu'il s'agira de parler d'économie ou de la défense de la nation, quelle sera la hauteur de la tâche? Comprenez ce que je veux dire? Et la dernière proposition que j'allais faire, personne n'a le droit de se présenter dans sa région d'origine. Kemulu va te présenter dans le Katana. Kemulu va te présenter à Obama. Et parce qu'on doit juger les gens selon leur activité. Pas de là où ils viennent. Parce que sinon, vous venez nous casser, ils sont cassés. Pourquoi? Si les Congolais, pourquoi les gouverneurs, on dit non, Vital Kamere, tous les sites qui vous est derrière lui, en vertu de quoi? Pourquoi? On doit choisir les gens selon leur qualité. Quelqu'un qui vient de la province orientale, de Kisangani, arrive dans le Kivu, il dit voilà mon programme. Un autre qui vient d'une autre région, du Bandundu, de l'Équateur, il dit voilà mon programme. Les gens du nord ou du sud Kivu disent bon voilà, un peu plus ces gens-là, on vote, c'est lui, on sent qu'il va faire avancer le pays. Et de cette manière-là, on lutte efficacement contre le tribalisme. Le pays nous appartient tous. Ça n'appartient à personne d'autre. Et la preuve que vous vous sentez tellement concerné, je suis sûr qu'il y a très peu de personnes qui sont de l'Est de la RDC, qui sont ici. Mais vous tous, en tant que femmes congolaises, vous êtes meurtris par ces violences qui touchent les femmes de l'Est. Je suis sûr qu'à aucun moment vous vous êtes posé la question si elles étaient de votre ethnie, ou de votre région, ou de votre village. C'est par solidarité, surtout en tant que femme congolaise, que vous vous êtes levée. Donc, je terminerai par dire, lorsqu'on viole une femme congolaise, on tue la femme congolaise. Merci à vous. J'aimerais, comme j'ai dit dans mon speech, inviter des amis à moi, des gens avec qui je travaille. Ils ne sont pas tous congolais, mais ils ont des choses à nous dire et ils sont sensibilisés par ce qu'ils nous disent. J'ai mon frère Karim qui est dans la salle, qui va monter. Il y a d'autres personnes qui vont pas monter.
On n'a plus le micro. HF, il ne marche plus? Ok. Je vous présente d'abord les gens. Vous avez marre d'être ici. On peut avoir un peu de lumière ici. Voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise. David. On a des frères qui nous soutiennent. Ils ne viennent pas mieux. Ils sont concernés par ce qui nous touche. Ils vont vous parler. Et je vais vous présenter aussi les gens avec qui je travaille. Je vais vous présenter les membres du BPK. J'ai un de mes conseillers politiques qui va monter, qui va aussi vous dire un petit mot. Puis voilà, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas là. Et c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être 1000 pour que les choses fonctionnent. Merci de m'accueillir, parce que je ne pensais pas venir littéralement ici sur la tribune. Je suis venu ici en tant qu'Africain. Parce que finalement, c'est notre combat, c'est le combat de tous les Africains. Et je pense que la priorité ici en France, parce qu'on est en France, c'est de nous unir. On peut être une force incroyable. Les Maghrébins, il y a les Congolais, il y a les Comoriens, il y a les Ivoiriens, il y a les Sénégalais, il y a des communautés partout qui veulent défendre leur pays. Tout le monde veut défendre sa liberté. On a été manipulés, on a été trahis, on a été violés, on a été massacrés par la France, les Occidentaux, etc. On a les moyens, on a les connaissances, on a même l'argent pour pouvoir faire quelque chose d'incroyablement grand en France. On peut s'unir comme jamais ça a été fait en France. On a la possibilité de pouvoir avancer et faire quelque chose ici, faire des marches, des manifestations, en se mobilisant tous. Parce que le combat que vous défendez, là, ici, on est tous derrière. Le combat de l'humanité, parce que c'est les humains qu'on est, on est des humains. On a été, mais pourris. Surtout, moi, j'ai surtout dans ma tête, depuis que je suis jeune, le combat de l'homme noir. Je ne comprends pas comment on continue à pourrir l'image de l'homme noir en France. Rien que dans les publicités, rien que partout, dans l'histoire, en tout. Aujourd'hui, on a les moyens de s'unir et d'avancer très loin. Moi, je suis venu ici parce que je sais que ce que vous avez vécu au pays, c'est vécu dans toute l'Afrique. Et ici, il y a des gens de valeur et il y a d'autres communautés qui sont prêts à vous rejoindre parce que si jamais on s'unit tous ensemble, le combat sera plus fort. Je vais laisser la parole à mon président, lui le président du BPK, et je voudrais que tous les membres du BPK puissent monter sur le podium, que je puisse vous présenter, que le président puisse vous présenter. Vous voulez voir pourquoi c'est un seul micro? Vous êtes sûr? Oui. Bon. Et là, on se prend, on se dit, allez, 10 minutes questions, quelques questions, on y répond et puis voilà. Lumière dans la salle, s'il vous plaît. Le président. Y a-t-il des personnes qui ont des questions dans la salle? On va pas assez de main levée, il faut que vous levez les sœurs. C'est vrai, j'arrive. Mais il faut juste le voir, si tu te lèves pas, je ne vois pas. Mon frère, j'arrive. Honneur aux dames. Oui, en fait, tout à l'heure, vous parlez d'union, mais je ne comprends pas parce que vos réunions, en fait, elles s'appellent que les Congolais. Et moi, personnellement, je ne suis pas congolaise et je suis venue par rapport à mes familles qui m'ont informée. Et enfin, sur Facebook, certes, il y a des messages, mais que en lingala. Moi, je ne comprends pas. Seul Dieu décide, oh, seul Dieu décide, oh, seul Dieu décide, oh, seul Dieu décide, c'est écrit à l'avance. La route est longue, mais grâce à Dieu,
Bah patriote à Congo toujours debout. La route est longue mais grâce à Dieu. Bah patriote à Congo toujours